C'est la seule chose que je voulais entendre, c'est quelqu'un qui me dise « Oui, tu as vécu quelque chose qui n'était pas normal. Oui, les policiers ont abusé de leur force. Oui, tu as été victime de violence. » C'est tout ce que je voulais savoir. Mon nom est Khaled Boutafala. Je suis un directeur d'un service d'aide à la jeunesse à Bruxelles et je suis bruxellois de naissance. L'histoire s'est déroulée un vendredi, c'était pendant la période de Ramadan. C'était le vendredi 28 août, pendant les congés scolaires, 28 août 2009. Ce jour-là, à la fin de mon boulot, comme tous les jours, j'allais rendre visite à mes parents. Je vois dans une rue parallèle, je vois une ambulance qui est au milieu de la route. Et donc ma grand-mère habitant pas loin, je me suis dit je vais aller jeter un coup d'œil pour voir si je connais la personne. Et juste à ce moment-là, un peu avant, mon petit frère arrive lui aussi du boulot. Donc on avance vers l'ambulance. On passe devant l'ambulance, on voit qu'ils sont en intervention, mais on connaît personne, et donc on repart. On fait marche arrière et on voit plusieurs véhicules de police arriver, des camionnettes et des voitures arriver. On s'était dit qu'ils venaient pour faire la circulation, parce que voilà, la rue était bouchée, c'est des sens uniques, donc ça rendait la circulation compliquée. Donc on fait pas attention au travail des policiers. Et puis tout d'un coup, on constate que les policiers nous encerclent. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc ils arrivent, ils prennent le voisin de mes parents en premier, ils le mettent au sol, ils le menottent. Donc je vois la scène et puis je vois un policier qui se met devant moi et qui me repousse avec sa matraque. Alors que il y avait aucune raison. Il s'était même pas exprimé ou quoi que ce soit avant ça. Et donc les policiers ont commencé à nous frapper. Et puis finalement voilà, il me menotte, il me soulève et il me ramène vers la camionnette. Donc c'était dans une fourgonnette, les grandes camionnettes grillagées. Au moment où on arrive vers la camionnette, je vois mon frère en fait à l'intérieur de la camionnette et je vois l'autre jeune qui était déjà là. Et je vois, au moment où j'arrive, je vois un des policiers qui lui donne un coup de matraque, de nouveau avec le bout, mais juste près de l'œil. Je vois instantanément, je vois une boule qui sort de son visage et il ferme la porte de la camionnette et puis c'est le blackout. Donc j'entendais mon frère et le voisin qui criaient à l'arrière, j'entendais les policiers qui rigolaient, qui leur crachaient dessus, qui les tapaient, qui les insultaient. Moi, j'avais un policier qui était au-dessus de moi, donc j'avais à ce moment-là les genoux au sol et ma tête contre la banquette. J'essayais de me protéger le visage. J'avais un policier qui me donnait des coups de poing sur la nuque en me disant de crier que j'étais un sale macaque. Sinon il taperait encore plus fort. À chaque fois, c'était des flashs en fait, parce que les coups étaient vraiment donnés au niveau de la nuque. Je sais même plus si j'ai perdu connaissance ou pas. À un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai crié « je suis un sale macaque » pour qu'il arrête de frapper, mais ils en ont rigolé, ils ont continué à frapper. Donc à un moment donné, je suis tombé au sol et le policier est monté sur la banquette arrière et a sauté avec ses 2 pieds joints sur mon dos. Il y a aussi quelque chose qui était troublant de la part des policiers, c'est que quand on était dans la camionnette, à chaque fois qu'ils arrivaient à un feu rouge, ils arrêtaient en fait de nous frapper. Donc il y avait le chauffeur qui disait stop, le temps qu'il passe le feu rouge, parce qu'ils avaient peur que les gens les voient. Et dès qu'on passait le feu rouge, on entendait go, 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 et ça repartait. On a même eu sur les derniers, on va dire les derniers 100 ou 200 mètres, je sais même pas si on peut dire ça comme ça, le policier qui donnait des coups de frein, des coups d'accélération pour qu'on perde l'équilibre et qu'on se cogne à chaque fois. Et ils en rigolaient tous. On a le chauffeur qui a aussi dit la prochaine fois, on mettra un CD de musique nazie pour mieux vous passer à tabac. Et donc tout ça, ça a été dit par les policiers dans le fourgon. Donc on arrive au commissariat et moi quand je sors de la camionnette, j'ai l'impression d'être dans des films sud-américains où on a kidnappé quelqu'un et il arrive dans un endroit qu'il reconnaît pas. Donc là j'ai eu un réflexe, je regardais autour de moi, je voulais savoir où j'étais. Quand on était mis dans des cellules individuelles, il y a un policier qui est venu nous voir. C'est un policier d'origine maghrébine.
qui avait entendu que des choses s'étaient déroulées. Donc, il avait entendu toute l'intervention. Après, on l'a appris à la radio, donc il a suivi un peu le déroulement de ce qui se passait. Et donc, le policier est venu me rendre visite. Il a vu que je saignais et donc m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il allait faire le nécessaire pour qu'on aille voir un médecin. Et à l'hôpital, on nous a mis debout, tête contre un mur, devant tout le monde. Donc vraiment, pour moi, c'était l'humiliation totale. Et quand on est arrivé, il y avait 2 policiers qui sortaient des urgences. Il y en avait un qui avait un petit pansement sur le coude et un autre qui avait un bandage à la main. Et donc le policier dit à son collègue, c'est à cause de ces 2 singes. Et il s'adresse à moi en me disant, j'espère que tu as une bonne assurance parce que tu vas payer toute ta vie. Et à ce moment-là, bon voilà, moi je réponds pas parce que je me dis, si je réponds quoi que ce soit, ça va de nouveau partir en cacahuète. Je dis directement, dès que je rentre dans la pièce, je dis au médecin, je dis j'aimerais être consulté en toute confidentialité, je ne veux pas que les policiers soient présents. Je voulais lui parler, je voulais lui dire ce qui m'était arrivé. Vous pouvez me noter les 2 mains au lit, mais je ne veux pas être consulté en même temps que vous êtes présent. Ça a été refusé. Ils ont juste pris un document en disant comme quoi j'avais été vu par un médecin et puis voilà. Même nettoyer ma plaie, il l'a pas fait. Donc on est reparti. Quand je suis arrivé au commissariat, mais j'ai été entendu par le policier maghrébin qui a pris mon audition. Et donc c'est lui qui m'explique qu'en fait on me reproche d'avoir retiré le défibrillateur. Il y a une dame qui était en arrêt cardiaque, donc on me reproche d'avoir retiré le défibrillateur pendant que les ambulanciers étaient en intervention. Et je suis complètement sur le choc. Je me dis mais en fait ils vont m'accuser de meurtre maintenant ou parce que j'avais aussi appris, il m'avait expliqué que la dame était décédée. Arrivé au palais de justice, ben j'étais content parce que je me disais qu'enfin j'allais pouvoir être entendu par un juge et que j'allais pouvoir dire ce qui s'était passé. Et donc les heures tournent. Vers 17h, il y a un policier qui est arrivé, qui a ouvert la cellule et qui me demande de le suivre. Donc je le suis en pensant aller voir un juge et puis il me met devant un pupitre où il y a une feuille. Et sur cette feuille, ben, il a mis une autre feuille pour cacher ce qui est marqué. Il me demande de signer le document. Je pousse la feuille, je dis non, je signe pas si je lis pas. Donc je pousse la feuille et puis je vois que je suis inculpé de rébellion et de coup à agent. Et je lui dis que je vais voir un juge et il me dit non, tu verras pas de juge, soit tu signes, soit tu retournes au cachot. Et donc sur le moment, pour vouloir en partir, mais j'ai signé le document. Donc les policiers m'escortent jusqu'à l'extérieur. C'est 2 autres policiers qui m'escortent et les policiers, même dans l'ascenseur, me menacent en me disant qu'ils sont au courant de ce que j'ai fait, qu'ils ont mon adresse, qu'ils ont le modèle de mon véhicule et qu'ils n'allaient pas me rater. Quand je sors du tribunal, mais mon frère était déjà sorti et le voisin de mes parents était aussi déjà sorti. Je leur propose d'aller directement à l'hôpital Saint-Pierre qui est à 100 mètres du palais de justice en disant on va aller faire acter nos hématomes et nos blessures et moi je vais me faire soigner. Donc on a été reçu par un médecin qui a constaté l'ensemble des bleus qu'on avait. Le lendemain, je voulais aller porter plainte par rapport à ce qui s'était passé, mais je voulais pas y aller seul. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Et avec la personne du MRAX, la juriste à l'époque du MRAX, on a été dans 2 commissariats, Saint-Josse et à Mille-Bruxelles. Et dans les 2 commissariats, on n'a pas pris notre plainte. À Saint-Josse, on nous a remballé clairement en disant on prend pas la plainte contre des collègues, allez voir ailleurs. Et à Mille-Bruxelles, on nous a fait poireauter dans une salle d'attente en voulant pas nous recevoir. Donc à un moment donné, on s'est levé, on est parti. Et donc, n'ayant pas pu déposer plainte auprès des commissariats de police, mais j'ai décidé de contacter l'inspection générale des polices. J'obtiens un rendez-vous, donc je suis entendu par un inspecteur et je demande aussi qu'on saisisse les caméras de surveillance en disant voilà, je ne sais pas s'il y avait des caméras à l'endroit où on était, mais s'il y en avait, je demande qu'on puisse les saisir. Je souhaite aussi qu'on saisisse les caméras du commissariat. Il y avait des caméras dans la cellule, il y avait des caméras au niveau de la cellule collective, donc je les avais bien vues. Ce qui est marrant, c'est qu'au cours de procédure, les images avaient disparu. Toutes les vidéos qui pouvaient apporter des réponses ont toutes disparu. Les seules vidéos qui sont restées, ce sont ceux de la fin de la journée où on ne voyait plus rien. Tout au long de la procédure, personne n'a donné d'importance à cet élément. Pour moi, c'était la seule preuve qu'on avait à part notre parole de ce qui s'était passé au sein du commissariat, par exemple. Je pense qu'il a fallu plus d'1 an pour que ça commence à bouger. Et c'est uniquement parce que j'avais pris un avocat et que cet avocat écrivait au juge d'instruction pour lui demander où ça en était et lui demander des devoirs complémentaires, parce que sinon le dossier traînait. Rien ne se faisait en réalité. La première juge d'instruction n'a quasi rien fait dans le dossier. Il y avait juste les PV des policiers et mon PV d'audition. Il n'y avait aucun devoir qui avait été demandé.
alors qu'il y a toute une série d'éléments qui auraient été intéressants de pouvoir avoir dès le départ. Comme je vous ai dit, c'est moi qui ai dû demander la saisie des caméras de surveillance. Ils auraient pu auditionner les personnes qui étaient dans la cellule centrale quand on est arrivé. Et donc tout ça, la justice n'y a jamais donné aucune importance. En fait, on avait l'impression que notre dossier était toujours lié contre nous, mais jamais en notre faveur. Donc tous les éléments qu'on pouvait apporter, mais ils étaient mis de côté. On n'y accordait pas d'importance, on n'y donnait pas foi. Au début, nous, la procédure, moi je prends un avocat francophone. Très vite, mon avocat me contacte en me disant, c'était 2 semaines avant qu'on passe en chambre du conseil, me dit que en fait la procédure va être en néerlandais parce que les personnes souhaitent s'exprimer en néerlandais. Je vais demander un report et on arrive devant la chambre du conseil et le juge refuse. Il nous fait sortir du local et puis 2 minutes après il vient vers moi, il me dit mais c'est une bêtise, arrangez-vous entre vous, comme ça on règle ça tout de suite à l'intérieur. Et moi je le regarde mais effrayé en me disant mais ce qui se moque de moi, je viens porter plainte pour violence policière, il me demande de m'arranger avec les policiers. Et donc je le regarde et je lui dis bêtement, je lui fais à moins qu'ils acceptent de reconnaître qu'ils nous ont frappés sans aucune raison, je vois pas ce que je pourrais accepter de leur part. Et donc les policiers rigolent. Très rapidement, après, on reçoit une décision, c'est un non-lieu, je pense, contre les policiers. Donc, on fait appel de la décision, on va devant la Cour de cassation. Et devant la Cour de cassation, on obtient gain de cause. Donc, le juge avait effectivement rien motivé. Il avait pris un jugement, un arrêt, en disant, voilà, non-lieu, mais sans aucune motivation, par rapport à tous les éléments qu'on avait pu apporter. On a dû aller jusqu'à devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que toutes les procédures en interne n'ont pas abouti. Très rapidement, on a reçu une proposition de l'État belge nous demandant s'il était possible d'avoir un accord à l'amiable. On a refusé la première fois et puis la deuxième fois, on a accepté parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps se passait le dossier pour lequel moi j'étais poursuivi. Ce qui fait que le fait d'avoir une reconnaissance de l'État belge des traitements inhumains et dégradants et du fait qu'il s'était déroulé toute une série de choses qui n'étaient inacceptables en droit belge faisait que ça pouvait m'aider dans le cadre de mon dossier. Donc on a accepté cette proposition de transaction. Donc l'État a simplement fait une simple déclaration de reconnaissance. Donc on avait une première décision en notre faveur. Et puis devant le tribunal, malheureusement, quand on a plaidé pour ma situation, le juge n'a pas tenu compte de tout ce qu'avait dit la Cour européenne des droits de l'homme, toute la décision aussi de l'État belge qui reconnaissait sa faute et m'a condamné par une simple déclaration de culpabilité. Et donc moi je n'étais pas d'accord avec cette décision parce que pour moi j'étais innocent et je voyais pas pourquoi je devais avoir même cette simple déclaration de culpabilité. Donc avec l'aide de mon avocat, on a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, recours qui a abouti. Il y a pour moi 2 éléments importants dans cet arrêt. Le premier, c'est par rapport à la parole des personnes, qui remet sur pied d'égalité la parole d'un civil, on va dire ça comme ça, et celle d'un fonctionnaire de police. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on donne plus de crédit à la parole des policiers par rapport à ma parole et à la parole des témoins qui sont venus témoigner spontanément. Ici, la Cour européenne des droits de l'homme a insisté là-dessus. Et il y avait un deuxième élément qui était important, et qui était le fait que c'était à l'État belge en réalité de prouver ma culpabilité. C'était pas à moi à prouver mon innocence. Or, dans toute la procédure, ce qui se passait, c'est que c'était moi qui devais prouver, c'était moi qui devais apporter les éléments. Et donc, ce renversement de présomption, en fait, n'était pas juste. La raison pour laquelle j'ai été jusqu'à devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était justement pour faire entendre simplement ma parole. Parce que j'avais estimé que durant toutes les procédures au niveau du droit interne ici en Belgique, aucun juge, et je dis bien aucun juge, n'a donné foi à ce qu'on disait. Aucun juge n'a été dans le dossier, à mon sens, et analysé le dossier de manière neutre et à charge et à décharge. Donc à chaque fois, le sentiment que j'avais, c'était que on voulait juste m'enfoncer. Et qu'à partir du moment où j'étais devant un juge, et que c'était en confrontation avec des policiers, c'est que j'étais en tort. Et ça, je l'ai jamais accepté. Et puis j'étais étonné parce qu'on m'avait donné, en fait, raison. J'y croyais plus en réalité. Et c'est la seule chose que je voulais entendre, c'est quelqu'un qui me dise « Oui, t'as vécu quelque chose qui n'était pas normal. Oui, les policiers ont abusé de leur force. Oui, t'as été victime de violence. » C'est tout ce que je voulais savoir. Et je suis content en fait que cet arrêt, même s'il n'implique en rien les policiers, parce que les policiers sont toujours sur le terrain malheureusement, en tout cas m'a donné moi la force de pouvoir encore croire en la justice.